Merci beaucoup Mario Tello pour cette présentation. Merci beaucoup aussi d'être aussi nombreux pour cette séance d'ouverture. Alors il est clair qu'en 1 heure, il n'y a pas moyen de tout faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais aborder un sujet qui aujourd'hui, on pourrait dire, constitue le sujet même des passions politiques. C'est le seul sur lequel nous ne serons pas d'accord. C'est le seul sur lequel nous allons sans doute nous cliver davantage. C'est ce que je vais essayer de vous montrer d'ailleurs. Mais en même temps, c'est un enjeu fondamental du pays, de l'Europe, du continent, dans une ère de globalisation où sans doute les repères qui étaient ceux de l'État westphalien, isolé, etc., n'est plus tout à fait d'actualité et qui confère d'une certaine manière une actualité, d'autant plus que cette actualité est aussi marquée bien évidemment par l'arrivée de migrants, mais plus exactement d'ailleurs de réfugiés au cours de l'année passée. Alors ce que je vais faire, c'est, j'ai une présentation au PowerPoint, et c'est peut-être excessivement ambitieux ce que je voudrais vous présenter, mais c'est à la fois basé sur les enquêtes de recherche qui sont menées depuis un certain nombre d'années. Bien sûr, il y a une orientation aussi sur la dimension plus politique ou sociologique des présentations, et peut-être sur la fin d'ailleurs un certain nombre de questions d'ordre plus politique et normatif, qui est quelles sont les solutions ou quelles sont les pistes, quand bien même certaines ne dépendent pas du tout de l'exposé que je vais faire, mais plutôt de ce que Philippe de Broecker va vous présenter la fois prochaine, voire même Mario lors de la dernière séance. Alors le premier point, je voudrais revenir sur la crise de l'an dernier, et qui n'est pas finie, qui à mon avis va reprendre. Un deuxième point qui me semble fondamental, qui est aujourd'hui la question de l'immigration est plus une question de discours qu'une question de réalité, et qui tourne autour de ce que je vais appeler la panique morale, qui est un concept que plein de sociologues et philosophes américains ont abordé, sur lequel je reviendrai. Je ferai aussi une présentation plus de concept qui est lié à, je pense, puisqu'il y a un grand débat là-dessus, sur la nécessité de maintenir la distinction entre migrants et demandeurs d'asile, et j'expliquerai pourquoi il faut la maintenir. De même que je reviendrai sur ce qu'on pourrait considérer le fondement historique de l'immigration en Europe, à savoir une conception très instrumentale. L'immigration, c'est des bébés et des bras, qui est l'image, qui est celle qu'on accepte de l'immigré et qui n'est pas celle qu'on rencontre d'une certaine manière dans des États qui ont été ceux de l'immigration qui a plutôt colonisé les pays, qui est celle par exemple des États-Unis et du Canada, sur lequel je reviendrai aussi à cette partie-là. Et puis les deux derniers sur lesquels je voudrais vraiment m'appuyer le plus longtemps possible aussi, c'est les scénarios de demain, ou ceux qui sont déjà là, et qui sont autour de 3 scénarios. Alors c'est très schématique, et j'en conviens, mais aujourd'hui ça constitue à la fois les luttes politiques et d'autre part aussi les scénarios politiques, qui est celle de la forteresse Europe, de la frontière ouverte, et celle de droit et sélectivité. Et je ne pourrais pas ne pas terminer sur une chose, c'est qu'aujourd'hui la question de l'immigration est de moins en moins une question d'immigration qu'une question de contrôle des frontières. Et je voudrais revenir sur la question de lien qui existe entre, d'une part, politique d'immigration et d'autre part, gestion des frontières, puisqu'aujourd'hui ça porte vraiment ce terme-là qui est border management, puisqu'on parle de gestion de frontières. Alors, assez brièvement, je pense, mais je voudrais quand même m'arrêter quelques minutes sur la crise, et j'ai bien mis crise de l'asile, puisque je pense qu'il n'y a pas une crise de l'asile, il y a surtout une crise de l'Europe, qui n'est pas exactement la même chose, puisque je vais vous montrer qu'en termes de chiffres, oui, on est à des niveaux très élevés, mais on est très loin de l'ensemble des discours qu'on tient à ce sujet-là, comme je vais essayer de vous le montrer. Alors juste un point qui est important à rappeler, mais vous le savez, mais je vais aller vite évidemment sur ce point, c'est qu'il y a 60 millions de réfugiés de par le monde, si on tient compte des chiffres fournis par l'HCR, que par ailleurs on distingue souvent les déplacés des réfugiés, et pour rappel quand même, la définition d'un demandeur d'asile, depuis le statut défini par la Convention de Genève et puis le protocole de 67, plus les réglementations européennes et nationales, c'est « est demandeur d'asile », selon l'article 1, toute personne qui craint, avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, du fait de la crainte qu'elle a, réclamer la protection de ce pays. Il est important de signaler aussi que depuis lors, notamment en Europe, on a créé 2 nouveaux statuts, qui est le statut de protection subsidiaire, mais aussi de protection temporaire, qui a été créé notamment dans les années 90 en raison de l'arrivée de personnes venant et échappant le conflit en ex-Yougoslavie, qui conduit, raison pour laquelle aujourd'hui il y a des Syriens qui sont dans cette situation-là en Belgique, à avoir un titre de réfugié, mais pour une période temporaire, indépendamment du fait que
par exemple, on veut changer aujourd'hui ou que le gouvernement veut changer la période pour laquelle le statut de réfugié va être octroyé. Rappelez aussi que la plupart des réfugiés, en fait, se trouvent dans des camps et que la plupart de ces personnes, je m'excuse, la qualité du PowerPoint est bon, mais la projection, par contre, est moins bonne. Mais en vert, vous avez l'ensemble des personnes qui sont des réfugiés, qui sont essentiellement des Afghans, des Syriens, des Somaliens, des Congolais, des Soudanais. Et puis, pour les déplacés, on a surtout aussi des Colombiens, puisque dans Colombie, il y a plein de personnes qui sont déplacées. Alors, les images que l'on a de nous, c'est plutôt celles-ci, c'est celles qui sont arrivées aux frontières. Et ce qui est important de rappeler quand même, c'est que fondamentalement, la plupart des réfugiés se trouvent essentiellement autour des lieux de conflit, et non pas en Europe, comme le démontre encore ce schéma. Je sais bien qu'il n'est peut-être pas tout à fait visible, mais globalement, il est quand même centré sur le Moyen-Orient et sur l'Afrique centrale. En rouge, en orange, on a les réfugiés, et en vert, les personnes déplacées. Alors, juste quelques données chiffrées. On a toujours dit il y a des millions, il y a des millions. Il y en a 1 200 000 qui ont été enregistrés au cours de l'année 2005, avec une répartition géographique qui est celle que vous avez là, qui est, on le sait, essentiellement l'Allemagne qui a absorbé la plupart de ces migrants, la Hongrie et l'Autriche et la Suède. La Belgique et les Pays-Bas sont aussi en bonne mesure. Petite parenthèse, vous allez voir que la France a accueilli autant de réfugiés que la Belgique. Donc là se pose déjà la question de la différenciation gigantesque qui existe sur la question de l'accueil de ces demandeurs d'asile, et je vais être précis en disant que ce sont des demandeurs d'asile puisqu'ils n'ont pas encore obtenu le statut de réfugiés. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est si on regarde ça par rapport à la population. Et donc ici, on voit en haut que c'est surtout en Hongrie, donc le chiffre n'apparaît pas, c'est 1700 demandeurs d'asile pour 100 000 habitants. À l'inverse, la Slovaquie, il y en a 3 pour 100 000 habitants. La moyenne, elle est ici de 250, et on voit que des grands pays, qui historiquement étaient des grands pays qui accueillaient les demandeurs d'asile, à savoir la France et le Royaume-Uni, aujourd'hui est très en dessous. D'accord ? À l'inverse, quand on parle beaucoup de l'Allemagne, vous voyez qu'il y a d'autres pays qui sont nettement au-dessus, comme la Norvège, l'Autriche, la Suède et la Hongrie. Donc je pense que c'est aussi important de rapporter, à un moment donné, le nombre de demandeurs d'asile qui sont accueillis en rapport avec la population locale. Parce que c'est ça aussi qui, d'une certaine manière, permet de comprendre ce qui se passe dans ces pays, puisque c'est là où le sentiment, comme je vais venir dans un instant, d'invasion peut apparaître davantage, c'est-à-dire quand il y a une véritable présence dans son ratio avec la population locale. Je ne peux pas évidemment terminer sans dire quelque chose sur la région, à savoir qu'une des grandes particularités, c'est que la plupart des pays autour de la Syrie n'ont pas signé la Convention de Genève, ce qui conduit d'une certaine manière à avoir des législations très particulières sur les demandeurs d'asile. Et bien sûr, ce qui est important de rappeler, c'est le pays où il y en a le plus, c'est surtout le Liban, 1,2 million de demandeurs d'asile, alors qu'il y a 4 millions de population locale. Et ce qui est important, c'est dans les pays du Golfe, il y en a 0, puisqu'ils se trouvent dans une situation où ils financent les camps qui se trouvent en Syrie, en Jordanie et en partie autour, proche de la frontière turque, mais ils n'en accueillent aucun, ce qui pose d'ailleurs une question importante sur la répartition de cette population-là. Je sais bien que c'est sûrement une question sur laquelle on pourra revenir, mais c'est important de l'avoir en tête. Dernier schéma que je voudrais vous montrer, pour ne pas abuser trop de schémas et de cartes, c'est la situation telle que l'on a aujourd'hui en Europe. Un point sur lequel je reviendrai, c'est la question des flux, puisqu'il s'est passé quelque chose de très particulier. Je reviendrai là-dessus. Il y a 10 ans, la plupart des étrangers venaient par là. C'est fini. Depuis une dizaine d'années, ils viennent par ici. Et, grande surprise, parce que personne ne s'y attendait, ils sont arrivés de la Syrie par la frontière gréco-turque. D'accord ? Il faudra se poser des questions, c'est comment se construisent et se reconstruisent les routes des migrants d'une certaine manière, en ne se limitant pas uniquement à l'idée que c'est une question de passeurs. La question de l'économie aujourd'hui criminelle de l'immigration est importante, mais on ne va pas pouvoir réduire la question de l'immigration uniquement à la question de l'économie criminelle de l'immigration.
Ce qui est important aussi d'observer sur ce graphique, donc ici on a le nombre de personnes qui ont été accueillies, donc on voit bien que c'est d'une certaine manière l'Allemagne qui est le plus, et ce qui est aussi important, c'est de voir que c'est dans les pays de ce qu'on appelait ici, enfin, en Allemagne et en Autriche et en Hongrie et en partie dans les pays scandinaves, que l'accueil est le plus important, bien plus qu'en Espagne, où c'est un blanc, donc c'est-à-dire que c'est là où il y a le ratio est le plus faible de population demandeurs d'asile, ou en Angleterre. Et ceci démontre aussi quelque chose qui est important, sur lequel je suis sûr, mais je ne vais pas intervenir, sauf s'il y a des questions là-dessus, mais je suis sûr que Philippe de Broecker va vous entretenir très longuement de ça, c'est l'échec total de la politique de Dublin. Dublin, c'est la chose la plus idiote qui ait jamais été faite concernant la pratique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on fait une politique, oui, ça peut sans doute sa rationalité. Mais si l'on tient compte des routes migratoires et de la manière dont on rentre en Europe, ça avait peu de sens, parce que quelque part, c'était renvoyer essentiellement autour des pays de la Méditerranée l'ensemble de la charge de l'accueil, tout en sachant que c'était excessivement compliqué de pouvoir le faire. Ça remettra en cause d'ailleurs l'ensemble de la politique, je pense, d'accueil aujourd'hui des demandeurs d'asile, puisqu'il y a de toute façon une discussion qui aura lieu, ou qui devrait avoir lieu, sur la pertinence ou non de la Convention de Dublin et de la réglementation de Dublin 1, 2, 3 par rapport à l'accueil. Deuxième point. La panique morale. Ceci est un sujet difficile. En le présentant, je ne veux pas dire que la peur de l'étranger soit illégitime. Mais je pense qu'il est important de se poser la question de comment la peur se construit. Donc la question n'est pas tellement de savoir si le fantasme de la peur est un fantasme ou si c'est une réalité. C'est une réalité, les gens ont peur. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de réfléchir à comment elle se construit, comment elle se diffuse. C'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. Sur quelque chose qui est très connu, depuis Austin, qui a écrit un livre dans les années 60 et qui s'intitule que « Dire, c'est faire », c'est-à-dire sur ce qu'on appelle l'effet performatif du langage. On dit des choses et ça devient une réalité. Le fait de formuler, d'avoir presque des algorithmes de phrases toutes faites, ont une puissance qui confère à ce qui est dit une réalité objective qui peut-être n'existe pas. Et je pense que c'est important de revenir sur ces questions-là. Et je pense qu'au cours de l'année 2015, il a été évident qu'il y a eu, sans doute parce que c'était tout à fait inattendu, que c'était lié à une incertitude totale, un recours quand même à un double langage sur la question relative à la migration qui est fondé vraiment sur l'effet performatif du langage. Le premier, c'est quelque chose de très connu, c'est les métaphores marines, sur lesquelles je vais revenir dans une seconde. Quand on parle de l'immigration, c'est toujours en termes de vagues, de flux, d'invasion, etc. Et de l'autre phrase très connue, mais qui n'a jamais été utilisée jusque dans sa totalité, qui est celle de Rocard sur « on ne peut pas accueillir la misère du monde », mais enfin il y avait une deuxième partie qui disait « mais chacun doit prendre sa part », celle-là on l'oublie, et qui est surtout liée à une chose qui est importante, c'est aujourd'hui les États ont perdu le contrôle de la politique de contrôle des frontières, de l'immigration, tout fout le camp, on n'arrive pas à arrêter les gens, et donc cette rhétorique sur la perte de contrôle constitue une des rhétoriques importantes de l'immigration. Vous avez déjà vu ceci, vous vous en rappelez, donc c'est vague, flux, envahissement, c'est énormément de cartoons. Je voudrais juste vous en rappeler un autre, qui se trouve à Ellis Island, et qui est la représentation qu'on avait dans les journaux en 1918-1920, à l'époque où arrivaient les migrants et qu'il fallait les arrêter. Il suffit de remplacer Europe par Afrique, et ici, l'oncle Sam, on le remplace pour l'Europe, c'est la même chose. Les représentations restent les mêmes, donc il y a une permanence. Je ne veux pas dire que c'est exactement les mêmes phénomènes. Je dis qu'on ne peut pas ne pas faire attention à la reproduction de ces phénomènes-là. Même chose, tout ce qui est the float of immigration, c'est exactement les mêmes métaphores, c'est les métaphores marines, celle de, encore une fois, on va être noyé. D'accord ? Autre élément
je suis désolé, ce n'est pas lisible. C'est l'Eurobaromètre qui a été publié en octobre 2015 et il nous dit quelque chose qui est très important, parce que ça c'était évidemment un des faits. Donc je dis, ces peurs sont construites et se reconstruisent dans des statistiques, dans des images, dans des cartoons, dans des titres de journaux. Je n'ai pas pris les titres de journaux parce que sinon le PowerPoint elle était vraiment trop long, mais j'aurais pu les reprendre, ils sont vraiment très forts. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très important dans l'Eurobaromètre, c'est que pour l'ensemble des pays, la question la plus importante en Europe, c'est l'immigration. Le deuxième, c'est le terrorisme, et le troisième, c'est le chômage. Donc, je veux dire, on est quand même dans quelque chose qui est aujourd'hui dans l'ordre de la hiérarchie des problèmes politiques qui doivent être mis à l'agenda politique. On voit bien que la question de l'immigration est prioritaire. Ça signifie évidemment qu'il faut le mettre à l'agenda politique des hommes, des femmes politiques et des partis politiques et des gouvernements et de l'Union européenne. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est ce qui est lié à ça, ce sont des opinions et qui sont pour le coup, alors là, excessivement clivées. Je ne vais pas vous les présenter toutes parce que je prends trop de temps dans cette présentation-ci, mais en gros, on a quelque chose qui est 50% des personnes qui ont peur des étrangers, 30% des personnes qui trouvent que c'est bien d'avoir des étrangers. Donc on se retrouve quand même sur un clivage important de la société autour de ces questions-ci. La question ici n'est pas de savoir qui a raison, qui n'a pas raison. C'est juste des oppositions dans la construction, encore une fois, d'une représentation. Et on a aussi un clivage qui est quand même très important, que vous avez vu, sur lequel certains d'entre nous vont revenir, c'est une opposition très marquée entre des pays traditionnels d'immigration, qui est celle de l'Europe occidentale, pour aller vite, et une opposition beaucoup plus farouche, qui est celle dans les pays qui est celle de la... je m'excuse, je l'ai dans le slide suivant, ça sera plus clair, qui est ici, qui est la Tchéquie, la Hongrie, la Bulgarie, où on arrive à 73, 63, 62% de personnes qui considèrent qu'il faut arrêter d'accueillir des étrangers. Donc il y a aussi un clivage très marqué que tout le monde connaît, Orban, le groupe des quatre, aujourd'hui, qui ne se porte d'ailleurs pas que sur cette question-là, mais sur d'autres sujets, qui, encore une fois, démontre une chose avant tout, la crise de l'Europe, et pas que la crise des réfugiés. C'est une crise de l'Europe là-dessus, puisque les positions sont quand même très marquées. Et ici encore des données, 51% des personnes interrogées déclarent avoir peur des réfugiés en Allemagne, c'était en décembre, c'était avant Cologne, et par ailleurs, 53% des sondés qui ont un sentiment négatif en Belgique, c'était aussi en décembre. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est deux choses, c'est de voir aussi comment, dans la représentation médiatique, se construisait quelque part l'idée de la peur. Alors, ça, c'est un graphique qui est apparu, qui n'est pas faux, mais qui en même temps n'est pas tout à fait correct, et qui contribue d'une certaine manière à grossir le flot de migrants ou de réfugiés qu'on a reçus. C'était un article paru dans Le Monde. Bon, je suis désolé, c'est peut-être pas très visible. Hein. Donc 1985-2014, et on voit qu'en 2014, donc ce n'est pas les chiffres de 2015, on est beaucoup plus haut que l'autre crise très importante, c'est 1992. C'est au moment où on en accueille énormément de Kosovars, et en ce compris des personnes qui viennent de l'ex-Yougoslavie. Là où c'est erroné, c'est que ce graphique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en 2002 ou en 2001, on a autant, et là on a... Le titre, c'est « Les États membres de l'Union européenne ». Le problème, c'est que jusque-là, on est 15. Mais là, on est 26. C'est-à-dire que le calcul qui est présenté est erroné, d'une certaine manière, en regard de la population de base qu'elle rencontre. Puisque, d'une certaine manière, ici, on est 300 000 en Europe, ici, on est 500 000. Donc, montrer comme ça, et il y a plein de schémas comme ça qui ont été construits, et ils sont construits de bonne foi. Je ne pense pas qu'ils sont construits de mauvaise foi, mais contribuent d'une certaine manière à grossir la représentation de l'invasion. Vous avez aujourd'hui, très honnêtement, chacun d'entre vous peut constater la différence qui existe entre, d'une part, tout le discours qui était de dire c'est énorme. Je ne pense pas que c'est si énorme que ça ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que ça va s'inscrire dans le temps. C'est plutôt ça le problème. Mais le problème, c'est que quand on fait la comparaison, il n'y avait pas beaucoup plus de demandeurs d'asile l'année passée qu'en 2000. Il suffit de prendre la situation belge. La situation belge, c'est le summum, c'est 99 2000, où on était à 42 000, et ici, on est arrivé à 35 000, si mon souvenir est bon, pour l'année passée. Donc, en regard de ce qu'on dit, alors je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas des problèmes d'accueil, qu'il n'y avait pas assez de place, certes, il y avait tout ça, mais en même temps, il y a aussi la construction d'une panique morale qu'on en a rencontré, et ça c'est beaucoup plus délicat ce que j'ai à dire là, sur plein de choses. Hein, la noyade à Coxide a été quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un événement
où quelqu'un vient en aide et subitement le type il est arrêté, mis dans un centre fermé. Et puis les parents ne portent pas plainte, puisque finalement il s'avère qu'effectivement le demandeur d'asile n'a pas eu des attouchements sexuels avec l'enfant, mais était en train de l'aider pour qu'il ne se noie pas. La question de Cologne est très compliquée, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Juste si on essaye de faire un peu de sociologie des médias, on remarque quand même que la manière dont ça a été traité rend les choses excessivement complexes. Entre une diffusion d'informations, d'abord on reproche à la police de ne pas intervenir, puis finalement ils interviennent et ils diffusent l'idée que c'est surtout des demandeurs d'asile, et puis il y a une semaine, le procureur qui fait une déclaration sur le nombre de personnes qui ont été arrêtées et ce que ça concernait, et finalement, je ne veux pas, en disant cela, dire que ce qui est arrivé n'est pas important, qui est condamnable, absolument condamnable. Je veux juste dire comment on construit des informations qui exagèrent la portée de ce qui est advenu au point, d'une certaine manière, d'entretenir surtout une sorte d'ambiance générale qui est celle d'avoir peur de l'autre. Et je ne dis pas que c'est simple. Pour avoir fait une enquête dont j'ai repris ici juste la première page qu'on avait fait avec Marco Martiniello, on avait étudié en 2000 la réception des demandeurs d'asile dans différents villages en Wallonie où il y avait des centres ouverts qui se sont créés et où on voit apparaître de manière récurrente les mêmes arguments, peur de l'insécurité, qu'est-ce que je fais si je rencontre des demandeurs d'asile dans la rue, vous dites bonjour, s'il y a des demandeurs d'asile, il y a de la saleté qui va s'installer. Il va y avoir aussi, alors ça c'est très important, c'était surtout à Rixensart, c'est perte de la valeur immobilière des biens immobiliers en proximité du centre fermé. Et surtout, ce qui est important, c'est rupture des relations sociales, c'est-à-dire, oui, effectivement, quand il y a des nouveaux arrivants, eh bien, il y a une rupture dans les relations sociales. Et on sait très bien que dans les villages, quand bien même vous êtes un Bruxellois, vous vous installez dans un village, vous n'êtes pas nécessairement bienvenu non plus tout de suite. Donc la question de quand on est de l'extérieur, ben oui, ça fait peur, indépendamment du fait qu'on soit étranger ou pas. En disant ceci, et vous avez bien vu aussi la situation qu'il y a eu à Walcourt, où on m'avait demandé de passer à un moment donné, et de voir à quel point, d'une certaine manière, des personnes qui avaient marqué une forte hostilité, à un moment donné, peuvent aussi changer. Ça ne veut pas dire que tout le monde change. Je pense encore une fois, c'est un sujet qui clive, c'est un sujet qui divise, c'est un sujet sur lequel on ne va pas avoir un consensus politique. Donc je pense que c'est vraiment un objet de passion politique, mais je pense qu'il est important de ne pas perdre de vue non plus toutes les dynamiques qui sont liées à la création de la panique morale, même si, et je voudrais le dire pour terminer, parce que j'ai évoqué la question de Cologne, on sait ce qui s'est passé il y a 3 jours en Flandre relatif à un jeune Afghan et quelqu'un qui travaille à la Croix-Rouge qui a subi une agression sexuelle. Donc je ne veux pas dire en disant tout ça est faux, je veux juste dire faisons attention à la manière dont les constructions sont faites en partie sur la question de la peur. Et juste pour terminer sur ce point, je voudrais dire une chose. Je voulais le présenter, puis vous l'avez vu plein de fois, donc ça ne sert à rien que je le reprenne. Beaucoup de travaux, en particulier des psychologues sociaux, démontrent d'une certaine manière que la question du discours dépendra essentiellement de la manière dont les élites politiques vont parler de la question de l'autre. Or, aujourd'hui, en Europe, la question de l'autre est vraiment présentée comme un repoussoir. Je voulais juste vous montrer un extrait de comment Trudeau, Premier ministre canadien, a reçu les réfugiés en allant à l'aéroport, en leur serrant la main, en disant « bienvenue », etc. Je veux juste vous expliquer en disant ça que la manière dont l'opinion publique va réagir dépendra aussi fortement, d'une certaine manière, du discours politique qui est produit par l'élite. Ce que Angela Merkel a fait, et indépendamment, parce que tu l'as cité tout à l'heure, Mario, avant les événements de Cologne, dont il faudra toujours se poser la question de ce qui est advenu clairement sur cette question-là, mais son discours était aussi un discours qui a porté d'une certaine manière la solidarité qui a été marquée par des Allemands qui allaient dans les différentes gares pour accueillir les réfugiés. À l'inverse, un discours excessivement fermé qu'on a vu comme celui d'Orban par exemple, conduit d'une certaine manière à alimenter une opinion publique à l'encontre des étrangers. Donc le poids des élites politiques, mais bien sûr aussi le poids des élites intellectuelles. De ce point de vue-là, nous avons, et j'ai comme plein d'autres, une responsabilité là-dessus, mais on sait très bien, par exemple, dans une situation comme la France,
Aujourd'hui, il y a toute une question aussi qui porte aussi, ce sont des demandeurs d'asile qui sont d'origine musulmane. Le dernier roman de Houellebecq ne simplifie pas la vie non plus d'ailleurs dans ce genre de contexte-là, mais contribue et démontre d'une certaine manière, encore une fois, les oppositions qu'il va y avoir sur ces questions-là et qui fait un conflit au niveau des différentes opinions publiques. Alors plus rapidement, ce que je voudrais vous montrer, c'est pourquoi les gens migrent, mais ça on le sait, vous l'avez déjà vu, vous le savez, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a les questions d'ordre de demande d'asile liées à des guerres, des persécutions, les questions économiques, et puis il y a aussi la question de la mobilité sociale. Je reviendrai dans un instant là-dessus, mais les gens migrent, et ceux qui migrent aujourd'hui ne sont pas nécessairement, à la différence du passé, ceux qui avaient les conditions les plus précaires. C'est ceux qui, au regard de ce qu'ils pensent être leur capacité d'étude, pensent qu'ils pourraient avoir un meilleur style de vie. Et donc, quelque part, à l'inverse du passé, ce qui était la représentation du cutéreux qui quittait la campagne parce qu'il n'avait rien à faire, aujourd'hui, ce sont des urbains, souvent d'ailleurs très fortement diplômés, qui prennent aussi la route et qui modifient d'une certaine manière ce qui est en train de se passer. Et puis, ce qui joue aussi, c'est les réseaux sociaux, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais vous savez comme moi qu'il faut aussi savoir reconnaître un étranger. Qu'est-ce qu'un étranger ? Alors, l'étranger a ceci de particulier, c'est que c'est une... Vous ne l'avez pas vu, vous voulez que je vous le remontre. Donc, en gros, c'est dire au-dessus de 2 000 €, il est fascinant, de 1 000 à 2 000, c'est un exotique, et en dessous de 1 000 €, c'est quelqu'un de dangereux. Dans la catégorisation d'étrangers, ce qui est important, c'est la dimension juridique, c'est être étranger. C'est de ne pas avoir la nationalité du pays où on réside. Mais on sait bien, et c'est inscrit d'ailleurs dans la loi de 1980, toutes les lois liées aux étrangers en Belgique, il y a aussi les ressortissants de l'Union européenne à qui on confère un certain nombre de droits, quand bien même ils ne vivent pas dans l'État dans lequel ils ont la nationalité. Et puis il y a l'étranger des États tiers, pour reprendre la nomenclature européenne. Donc il y a au moins 3 catégories juridiques. Mais en même temps, le migrant, c'est aussi une connotation négative. Le migrant, d'une certaine manière, et je voudrais faire la distinction avec d'autres personnes, en particulier les gens qui quittent les pays du Nord pour aller vivre dans le Sud, ou les gens qui sont dans le Nord-Nord, on les appelle les expats. Alors nous vivons en Belgique, et en particulier à Bruxelles. D'accord ? Et à Bruxelles, si vous allez à la place de Londres, c'est pas très loin, si vous allez à 5 heures, vous aurez la moitié des bars, enfin plus que la moitié, presque l'entièreté des bars qui sont occupés par des gens qui travaillent à la Commission européenne, qui sont souvent, d'ailleurs plein d'entre eux, de nouveaux étrangers, arrivés récemment. Mais on ne va pas les appeler des migrants. Et ils ne s'appellent pas migrants, on va les appeler des expats. Pourquoi ? Parce que la dimension de migrant cumule un statut juridique et un statut social de dépréciation. Et pour le dire encore autrement, même si ça, et le Brexit nous démontre les changements qu'il peut y avoir à très court terme dans certains pays, le migrant, c'est quelqu'un dont on ne reconnaît pas a priori la légitimité du motif à bouger. L'expat, il n'a pas de souci. Il a la légitimité à bouger. Qu'il aille dans le pays du Sud, qu'il aille ici, qu'il travaille pour la Commission européenne, on considère que c'est une légitimité de mobilité, ce qui n'est pas reconnu aux migrants. Alors il faut aussi savoir que le migrant, ça peut être aussi quelqu'un qui est une personne qui occupait une position très élevée dans le pays dans lequel il vient, qui devient par exemple demandeur d'asile venant de Syrie, qui a un diplôme, qui est quadrilingue, etc. Donc ce n'est pas lié, encore une fois, à son statut social d'origine, mais à sa fonction qu'il va occuper ici. Et c'est ça qui est important de voir dans le processus de classification et déclassification. Donc le migrant, c'est un soupçon sur sa légitimité du motif de mobilité, plus un déclassement social. Et l'expat, c'est une légitimité à la mobilité et une appartenance aux classes sociales moyennes et supérieures, quand bien même on est juste secrétaire faisant des photocopies à la Commission européenne et on a 1 200 €, mais on fait partie d'un entre-soi qui est valorisé par rapport à d'autres. Revenir juste à une distinction, le migrant, on ne sait pas partir de... Si on prend l'histoire d'un étranger, c'est difficile de distinguer, par exemple, ce qui est les causes socio-économiques, familiales, personnelles, les accidents biographiques, etc. Dans un pays comme la Belgique, on a très bien connu aussi une immigration qui était celle de l'immigration espagnole, et on sait très bien que c'était à la fois une immigration économique et une immigration politique. D'accord ? C'était les deux, c'était un mélange des deux. Ce qu'on a par contre, c'est l'étranger ou le migrant, c'est une catégorie étatique.
C'est-à-dire, on rentre dans une case. On est demandeur d'asile et on peut devenir réfugié. On est regroupement familial parce qu'on bénéficie de l'autorisation à rentrer sur le territoire au motif qu'on a épousé quelqu'un ou qu'on a des enfants de quelqu'un qui est sur le territoire. On rentre parce qu'on est travailleur ou on rentre parce qu'on est étudiant. Donc, migrants, c'est d'abord des catégories étatiques. Parce que dans l'histoire des individus, c'est beaucoup plus mélangé, mais on ne tient pas compte des individus. Ce qui a amené d'ailleurs une grande distinction. Bon, on s'est beaucoup ému de la distinction de Sarkozy sur immigration choisie, immigration subie, mais en réalité, elle est là, elle est présente depuis toujours en Europe. L'immigration choisie, c'est celle qui est liée au travail que l'on va chercher parce qu'on en avait besoin. L'immigration subie, c'est celle qui relève des droits des migrants à pouvoir être ici. Droit au regroupement familial, droit à accéder au territoire pour demander l'asile. D'accord ? Et ce que l'on a depuis un certain nombre d'années, et Mario Tello l'a rappelé, fondamentalement, c'est une volonté, dans tous les pays européens, de réduire le droit des migrants et le droit de pouvoir bénéficier au regroupement familial, de conditionner avec des cours de langue, le nombre de mètres carrés de l'appartement, l'âge des personnes qui permettent de faire le regroupement familial, ou de rendre plus compliqué aussi l'accès, et je reviendrai là aussi, aux demandeurs d'asile. Mais en Belgique, par exemple, la proposition du gouvernement de faire passer le statut de réfugié d'un statut où on a un titre de résidence de manière indéfinie à une période de 5 ans, c'est une modification quelque part aussi des droits. Ceci étant, c'est une mesure assez étrange dans la mesure où il existe un statut qui est celui du statut de la protection temporaire qui permet de le faire. Et quand on fait la comparaison, on voit effectivement qu'en Belgique, qui est ici, 52% des personnes viennent dans le cas du regroupement familial, 14 comme étudiants, 10 comme travailleurs, et dans la plupart des pays, Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, c'est essentiellement du regroupement familial. Là où c'est tout à fait différent, c'est évidemment dans les pays de l'Europe de l'Est, où c'est essentiellement des gens qui viennent pour travailler. D'accord ? Donc, il y a aussi une réalité tout à fait différente de l'immigration dans les pays de l'Europe occidentale, avec une vieille tradition d'immigration, versus, par exemple, l'ensemble des pays de l'Est, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, etc. Alors, je voudrais aussi terminer sur un point, parce que ça, vous le connaissez, vous le savez. Bruxelles a réussi non pas à rénover ces tunnels, mais rénover ces logements individuels, parce que beaucoup de travailleurs polonais irréguliers étaient là et allaient au bricot dans les années 90. Je mets au défi quiconque dans la salle de ne pas évoquer le nombre de Polonais qu'il a rencontrés au bricot, voire même de les avoir utilisés. Et l'Europe a fait un double choix. Le choix de... Elle est ancienne. Donc la question des nouveaux migrants, une autre religion, il y a déjà longtemps. Le choix, c'est de faire une politique de mobilité de travail intra-européenne et de faire une mobilité de droit par rapport aux demandeurs d'asile ou le regroupement familial. En disant ça, c'est un peu plus compliqué, mais je voudrais qu'on ait au moins ça en tête. Depuis la création de l'Union européenne, l'Europe a toujours eu une logique d'internalisation du marché du travail. L'immigration dont je suis issu, qui est l'immigration italienne, elle avait pour fonction dans l'Union européenne d'assurer la main-d'œuvre en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, au début, à la fin des années 50, début des années 50, fin des années 50. D'accord ? Si l'on prend chacune des élargissements, il y avait quelque chose qui n'était pas très éloigné. Bien sûr, les Espagnols, les Grecs et les Portugais étaient déjà dans l'Union européenne, mais l'idée d'avoir à l'intérieur de l'Union européenne des bassins où il y avait un mode de recrutement d'une main-d'œuvre à moindre coût a toujours existé. L'élargissement de 2004 va dans le même sens, avec la Pologne, qui reprend son rôle historique qu'elle avait perdu dans l'entre-deux-guerres. La Belgique était un des pays signataires des accords avec la Pologne en 1923. Ou la Roumanie, ou la Bulgarie, qui jouent un rôle identique. Donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête. 2, sur le marché du travail, c'est aussi important de ne pas perdre de vue quelque chose qui n'a rien à voir avec l'immigration, mais sur lequel je voudrais quand même vous informer, avant d'aller de l'avant, c'est la réglementation relative à la libéralisation des services de 1996. Bon, c'est très compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais quand même vous donner un exemple, parce que
certains d'entre vous le savent, d'autres pas, ce qu'on appelle le détachement du personnel, conduit aujourd'hui en réalité à faire entrer par la porte de service plein d'immigrants. Et on considère qu'ils ne sont pas là. Mais en fait, ils sont là. Je vous donne un exemple. On veut rénover cette salle. Et Hervé Asquinde est obligé de faire un appel d'offres européen. Une société installée à Varsovie propose de rénover ce sublime bâtiment. Il vient ici avec ses travailleurs. La moitié sont des Polonais, l'autre moitié sont des Russes, des Ukrainiens, des Moldaves, c'est-à-dire des étrangers de là-bas qui vont rentrer ici. Dans les dernières statistiques de la Belgique, il y a plus d'immigrés qui entrent par le détachement du personnel que d'immigrés qui reçoivent un permis de travail. Aujourd'hui, le détachement du personnel constitue l'instrument même d'entrée sur le marché du travail d'étrangers, non membres de l'Union, alors qu'au départ, on disait que c'était les membres de l'Union. D'accord ? Et plein de travaux aujourd'hui tendent à démontrer que la question se porte pas simplement sur la protection sociale, mais aussi sur le coût salarial, puisque d'une certaine manière, il y a des négociations sur les coûts salariales qui ne respectent pas la législation nationale. Donc, ce que je voulais insister en disant ça, c'est il y a ce processus-là. Il y en a un autre, qui est celle des États du Sud. Je devance très largement ce que je vais dire, mais vous le savez, vous ne mangerez aucune courgette, vous ne mangerez aucune tomate, vous allez manger aucune pomme et poire sans la petite main d'un étranger. Parce qu'aujourd'hui, l'horticulture, en Europe, dans tous les pays, c'est l'utilisation de personnes qui sont en situation étrangère, qui sont des étrangers, soit en situation régulière, soit irrégulière, en particulier dans le sud de l'Europe. Mais, détachement du personnel, très bel exemple, une entreprise, Terra Fundis, espagnole, créée par 3 petits jeunes, 1700 travailleurs, tous péruviens, équatoriens, travaillent en Espagne, en France, en Allemagne, pour la récolte pendant toute l'année. D'accord ? Donc c'est une utilisation abusive d'une certaine manière, grâce à la libération du marché du travail, d'étrangers qui ont cet avantage extraordinaire, c'est qu'ils ne sont même pas comptabilisés comme des étrangers, parce qu'ils sont tout à fait invisibles, complètement invisibles. Si on prend la Belgique, ce qui est vraiment important, c'est de voir que malgré, on dit il faut arrêter l'immigration, mais en fait, regardez, 68, 73, et puis on a arrêté l'immigration en 74, et d'accord ? C'est évidemment lié à la question de l'élargissement de l'Europe, c'est évidemment la question importante, c'est la mobilité la plus importante en Belgique n'est pas le fait des étrangers, mais le fait essentiellement de la population européenne. 67% de la population étrangère en Belgique est ressortissant de l'Union européenne. Je le dis parce que ceci va devenir peut-être un problème. Il suffit de voir la manière dont Cameron essaye de négocier le fait de finalement avoir d'abord ouvert grand les bras aux travailleurs polonais. Et puis, c'était le seul qui ne voulait pas, enfin, le Royaume-Uni était un des seuls pays avec la Suède qui ne voulait pas imposer des mesures transitoires aux nouveaux États membres. Aujourd'hui, ils veulent ne plus leur payer les soins de santé alors qu'ils sont sur là-bas. Enfin, je veux dire, on est quand même dans, là je pense, enfin, ça c'est des questions plutôt pour Mario, mais je pense qu'on est quand même dans des basculements qui sont quand même assez significatifs sur la question de la protection du marché du travail et de l'accès, de manière générale, à la protection sociale. Et dernier schéma, mais voilà, quelle est la population qui augmente le plus en Belgique? C'est les Français. Hein. Bon, ça, qui habite à Bruxelles le sait très bien. Il suffit d'aller sur n'importe quel marché et on remarque qu'il y a toujours plus de Français. Partie plus rapide, parce que je l'ai déjà énoncé, l'usage instrumental de la migration en Europe, mais je devance déjà une conclusion. L'Europe ne sortira pas de la situation dans laquelle on est si on n'admet pas que l'Europe est un pays d'immigration. À moins de devenir comme le Japon, de se fermer et d'être dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire dans une incapacité de pouvoir se développer économiquement, parce qu'à force de fermer, en fait, on devient rabougri. Bon. Donc le dynamisme vient aussi de l'immigration d'une certaine manière, comme le démontre en particulier, même si après il y a plein de critiques sur Canada, États-Unis, Australie, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir... Bien sûr, il ne faut jamais l'oublier, hein, les pays où il y a le plus d'immigrés, ce n'est pas ceux que j'ai cités, c'est les pays du Golfe, et là, c'est la catastrophe totale, puisqu'il y a 80% d'immigrés, mais sans aucun droit, rien. D'accord ? Bon, ça, il faut le garder, mais n'étant pas une démocratie, c'est un peu compliqué d'en faire la comparaison. Alors, un des problèmes importants, c'est la question de la démographie. Alors, tout le monde l'a dit, Merkel, qu'est-ce qu'elle a fait ? Merkel et les employeurs, d'ailleurs allemands, ont dit ce qu'il faut faire, c'est accepter les demandeurs d'asile parce qu'on a un problème vraiment très important au niveau démographique.
Ce n'est pas les seuls, puisqu'en gros, je voudrais quand même vous signaler, donc le gros problème pour nous dans le futur, c'est entre 2020 et 2040, qui est quand tous ceux de ma génération, les baby-boomers, vont aller à la pension. En plus, on va durer, quoi. On va aller jusqu'à 80 ans, on va avoir Alzheimer et tout, donc on va coûter cher. Hein. Et donc, par rapport à ces questions-là, se pose véritablement la question de l'équilibre financier, d'assurer, bien sûr, on le dit toujours, la question des retraites, mais aussi de l'ensemble du dynamisme économique. Okay. Or, il est très surprenant que, par exemple, si on prend même, enfin, je le dis juste en passant comme ça, dans le rapport qui a été fait par Van den Broek sur la question des retraites, eh bien, le fait de faire appel à l'immigration ne fait pas partie des scénarios. C'est-à-dire qu'on est dans, il faut que les vieux travaillent plus longtemps, que les femmes arrêtent de dire qu'elles veulent rentrer, mais qu'elles travaillent comme les hommes à 80%. Et bon, on ne refait pas le coup de 1935. 1935, on a dit aux jeunes, vous retournez à l'école. Hein, puisque c'est comme ça qu'on a fait en 1935, c'est qu'on a réduit la part des jeunes sur le marché du travail, mais le scénario est surtout de l'augmentation de la taux d'activité de l'ensemble de la population, et pas un autre scénario, qui est aussi un scénario qui a toujours été utilisé, qui est celui, d'une certaine manière, de la main-d'œuvre étrangère. Surtout qu'elle existe, parce qu'elle est là, elle est invisibilisée, mais elle est là. Ce qui est plus surprenant, c'est quand on prend les travaux qui existent aujourd'hui des démographes sur l'évolution démographique. Donc c'est un travail qui a été fait, qui est utilisé par la Commission européenne sur l'évolution de la démographie. Alors, en rouge, les moins de 15 ans. En vert, les gens qui ont entre 15 ans et 65 ans. Et en bleu, ceux qui ont plus de 65 ans. Vous remarquerez que là où il y a un déficit démographique cuisant, c'est l'Allemagne, mais aussi la Pologne, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, et évidemment, mais ça on le sait depuis longtemps, l'Italie, l'Espagne, la Grèce. D'accord ? Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ce fait objectif-là, malgré le nombre d'études existantes, dire publiquement « il faut se réveiller, on a un problème démographique », il va falloir le traiter, on ne va pas y arriver, est pratiquement impossible. Comme s'il était difficile de dire, oui, il va falloir essayer de faire une réflexion à terme pour. Pourquoi ? Ça, je renvoie aussi à Mario Tello d'une certaine manière, c'est quand même aussi parce que les hommes politiques aussi sont aujourd'hui rivés essentiellement sur l'échéance électorale de l'année d'après, et que des gens qui réfléchissent à 10 ans, ça existe de moins en moins. Et que ça pose un vrai problème, en particulier quand les élites politiques ne réfléchissent que « est-ce que je vais être élu la prochaine fois ?» Bon. Sans compter aussi les ruptures qui existent entre monde académique, scientifique, les experts et d'autre part les hommes politiques. Mais je pense que je voulais vous marquer quand même ceci, c'est plein de données chiffrées objectives tentent à montrer le problème démographique ne pourra trouver de solution aussi qu'en faisant arriver d'autres personnes et oublier. Je voudrais juste vous rappeler, je l'ai mis ici, je ne sais pas, enfin pour les plus anciens d'entre vous, ils se souviendront, en 2000, le service population de l'ONU a fait un document dans lequel il disait « l'Union européenne aura besoin entre 17 et 50 millions d'immigrés ». Tout le monde a hurlé en disant « c'est scandaleux, comment est-ce qu'on dit ça, c'est pas possible, etc. » Ceci étant, quand on regarde les chiffres, et je ne vous ai pas présenté pour ne pas alourdir, on voit bien qu'il y a toujours plus d'étrangers qui arrivent. Mais le discours, c'est qu'on en voudrait moins. Donc la question après, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette discordance entre les deux ? Ça, vous connaissez aussi, donc je vais aller beaucoup plus vite. Ils travaillent, ben oui, ils travaillent, et ils travaillent comme détachés, ils travaillent avec des permis, ils travaillent comme irréguliers, et il y a des secteurs qui sont très connus, je l'ai déjà dit, horticulture, mais il y a plusieurs rapports qui sont sortis, je les ai juste donnés par mémoire, je mettrai à votre disposition les slides que je vous ai présentés. Un rapport de l'OCDE qui démontre que les immigrés contribuent à l'économie belge pour 0,5 points dans la croissance. Il y a une étude qui a été faite par mon collègue de l'UCL qui démontre exactement la même chose et qui démontre aussi que ça a une augmentation de 0,5% au PIB, donc il y a une contribution. Et donc oui, c'est vrai, les demandeurs d'asile aujourd'hui qui sont reconnus comme réfugiés ont un coût au début, mais ils ne l'ont pas à terme. D'accord ? C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Et donc, d'une certaine manière, plein de données démontrent effectivement qu'ils contribuent à l'économie. C'est ce qu'on a montré aussi dans une étude que Mario tout à l'heure a citée, qu'on a réalisée sur
l'ensemble des personnes qui étaient demandeurs d'asile entre 2001 et 2010, et on a fait plusieurs études particulières, je voudrais juste m'arrêter sur une, qui est, on a suivi tous les 4869 réfugiés qui ont obtenu le statut de réfugié entre 2003 et 2006, et on les a suivis pendant 4 ans, grâce aux données de la Banque Carrefour, pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Et ce qui apparaît, c'est ici, c'est dans ce schéma-ci. Alors, c'est en début de période. Le bleu, c'est les personnes sont réfugiées, elles ont droit au revenu d'intégration sociale des CPS. Et ici, en orange, on a les personnes qui sont une population active, qui travaille, dont une partie est aussi au chômage, parce que ce qui est mauve, ils sont au chômage, ils ont été au chômage à un moment donné, et en vert, c'est ceux qui sont en retrait du marché du travail. D'accord ? Ce que l'on observe, c'est que 19% des personnes sont sur le marché du travail sont actives en début de période, et ils sont 55% après 4 ans. Bon, ça signifie qu'il y a une augmentation du taux d'activité. Ça signifie aussi qu'il faut bien sûr faire attention au nombre de personnes ici qui sont dans une situation de retrait du marché du travail. Et on a fait 4 catégories, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Ce qui démontre, c'est quand même, il y en a beaucoup qui sont très actifs, et ils se trouvent où? Ils se trouvent là où il y a le plus d'activité, c'est-à-dire en Flandre, parce qu'il y a plus d'activités professionnelles. Ce sont surtout des hommes, d'une certaine manière, alors que dans la carrière autre statut, ce sont très majoritairement des femmes, 73%. Et ce qui est important, c'est de voir que, parce que ça, c'est vraiment une catégorie importante, c'est ce qu'on appelle les carrières de dépendance sociale, c'est des gens qui sont restés au CPS pendant 4 ans. Oui, il y a des réfugiés qui restent 4 ans au CPS. Et ce qui est apparu dans les profils, ce sont des femmes qui sont chefs de famille, qui ont des enfants et dont la plus grande difficulté, c'est de rentrer sur le marché du travail parce qu'il faut à la fois être autonome professionnellement et d'autre part s'occuper des enfants. D'accord ? Donc c'était aussi une demande formulée aux politiques pour que peut-être on fasse des politiques ciblées qui les concernent. Alors, je voudrais aborder dans ce quart d'heure qui me reste le cœur de mon exposé. Bon, cette photo que vous connaissez sûrement, très connue, des golfeurs et des migrants sur un grillage. C'est la frontière de Melilla, la frontière entre le paradis et l'enfer. La séparation au Maroc de cette enclave particulière qui est celle de Melilla et où des migrants essayent de rentrer. Bon. Alors, bien sûr, la question de la migration, on la sait, et donc c'est compliqué, c'est fondamentalement les inégalités sociales planétaires sont une des sources fondamentales de l'accroissement des flux migratoires. Je dirais d'autant plus aujourd'hui parce que l'accès et la mobilité est plus aisé. Ça rend les choses évidemment plus faciles. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'on a à la fois des délocalisations des richesses et de relocalisation de pauvreté. D'une certaine manière, on a des pauvretés qui étaient pauvres dans les pays d'origine et quand ils arrivent ici, ils restent pauvres. Et inversement, on a des gens très riches ici qui vont acheter des riads à Marrakech pour passer leur fin de vie et qui sont simplement des relocalisations de richesses. D'accord ? Donc c'est juste le déplacement dans l'espace peut être simplement une relocalisation, soit de la richesse, soit de la pauvreté. L'exemple le plus typique, c'est celui de ce qu'on appelle les villes globales. Je vais en prendre un exemple, même si Saskia Sassen n'a jamais considéré Bruxelles comme étant une ville globale, mais changerait peut-être son avis aujourd'hui. Quand il y a une augmentation de la population active, très diplômée, comme il y a à Bruxelles en raison de la transformation de Bruxelles comme ville internationale, qui fait arriver beaucoup de gens avec des hauts niveaux de qualification, on a obligatoirement des étrangers de bas niveau de qualification qui vont arriver. Parce que pour permettre, l'excuse est aussi ironique, et je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de pouvoir comprendre la réalité. Pour permettre aux gens des classes sociales auxquelles j'appartiens de pouvoir vivre leur style de vie, il faut obligatoirement des étrangers qui puissent réaliser des tâches dans le fait. Vous en connaissez un, vous êtes fort probablement nombreux parmi la salle à utiliser des titres-services, et vous savez très bien que les titres-services, c'est simplement une organisation de la vie où on essaie d'établir l'égalité entre les hommes et les femmes du monde occidental en externalisant sur une autre femme les tâches de l'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que c'est le rapport du tiers-monde au sein de la maison. Et d'une certaine manière, en faisant cela, eh bien, on contribue à l'immigration. L'action même qui est de dire notre politique d'égalité entre les hommes et les femmes,
et surtout une source d'attraction des migrants. Mais d'où viennent toutes ces Brésiliennes? Pourquoi il y a des Brésiliennes qui arrivent en Europe? Les arrivent, elles sont petites. Donc, ça fait partie d'une des contradictions. En disant ça, je ne joue pas le moraliste en disant ce que je dis, je veux juste pointer des éléments de nos expériences quotidiennes qui montrent des contradictions qui alimentent le phénomène. Autre chose que vous connaissez très bien, historiquement, l'immigration est une chose, elle est liée essentiellement aux acteurs économiques qui sont ceux qui, d'une certaine manière, font des accords avec le gouvernement qui permettent d'ouvrir et de fermer le robinet. On a besoin de minorités, on les fait venir, à la catastrophe personnelle, on arrête le robinet. Et le gouvernement italien qui, pour bonne conscience, essaye de l'exploiter. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça, parce qu'on est dans ce qu'on appelle le dilemme libéral. Le dilemme libéral est le suivant. C'est que bien sûr, oui, il y a toujours des tensions entre employeurs et syndicats au sujet de l'utilisation d'un main-d'œuvre immigrée. Et ce qui est vraiment important, c'est que ce qui compte pour les hommes politiques, ce n'est pas la demande des entreprises. C'est l'expression des opinions publiques et du vote. Et donc, d'une certaine manière, un acteur qui n'a pas joué de rôle en 1950, en 1960, en 1970, sur la question de l'immigration, parce que l'immigration n'était pas politisée, aujourd'hui joue un rôle colossal, c'est les opinions publiques. Avec le grand paradoxe, c'est qu'on peut tout aussi bien voter 20 de l'âme et avoir un titre de service en considérant qu'être l'étranger. Parce qu'on n'est pas une contradiction près de ce point de vue-là. On peut très bien, parce que ce qui compte pour un homme politique, d'une certaine manière, c'est d'entendre le discours politique et des opinions publiques et de suivre d'une certaine manière celui-là, n'allant vraiment contre vous. Quels sont les scénarios possibles? Le premier, c'est celui qu'on est en train de faire. C'est le scénario de l'Euroforteresse, que je pense est à terme pas tenable. Sauf à considérer que c'est très bien de financer énormément de sociétés privées qui aujourd'hui fournissent tous les instruments pour le contrôle à distance, comme je vais vous l'exprimer dans un moment. D'autre part, je pense que la question de la main-d'œuvre sera toujours importante. Il y a des secteurs qui ne fonctionneront que parce qu'il y a des travailleurs immigrés. Je dirais, a fortiori, entre 2020 et 2040, on va être dans un problème considérable d'alimentation de la population active et surtout avec un niveau des retraites qui va être gigantesque. Horticulture, construction, domesticité, services aux personnes, hôtel-restaurant, soins de santé. Donc, et potentiellement probablement aussi l'industrie, et bien sûr, il y a aussi les hauts niveaux de qualification dans les domaines de l'informatique et de l'ingénierie. Donc, on pourrait considérer qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent, et permettez-moi, je m'en excuse, mais je vois que le temps passe et je voudrais quand même garder du temps pour une discussion. Ceux qui soutiennent aujourd'hui l'hypothèse de la forteresse Europe vont dans le sens de l'analyse que Zolbeck faisait de la politique des États-Unis, qui est la politique de ce qu'il appelle la backdoor, qui est, en fait, on a besoin des étrangers. On ne va pas les faire venir évidemment par la porte d'entrée, on les fait rentrer par la porte de service. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une armée gigantesque de travailleurs irréguliers qui réalisent un ensemble de boulot pour des prix excessivement bas et qui ne peuvent pas revendiquer les droits de citoyenneté. C'est la politique du cynisme, d'une certaine manière, c'est celle des États-Unis, 11 millions irréguliers, avec des situations dramatiques aujourd'hui, avec le mouvement des Dreamers et tout ça, des gens qui, Obama n'a pas réalisé, contrairement à ce qu'il avait proposé, mais qui restent dans une situation vraiment très délicate, qui est des personnes qui ont grandi aux États-Unis, ont fait des études aux États-Unis, et ne peuvent pas travailler aux États-Unis. Les Mexicains qui ont fait médecine, qui ont investi, sont interdits de travailler pour certains pays. Ça arrive à des paradoxes même gigantesques. Donc, on pourrait presque considérer que la politique de l'Europe forteresse, c'est quoi? Eh bien, c'est d'une certaine manière de créer des doubles statuts au sein des États démocratiques, entre d'une part ceux qui auraient la pleine citoyenneté et le retour d'une certaine manière de personnes qui seraient dans un statut de barbares, tel qu'on les a connus historiquement aussi dans un monde très ancien, c'est-à-dire des gens dépourvus de droits de citoyenneté, dépourvus de droits sociaux, dépourvus de droits civils, on va aller devant un tribunal, et dépourvus aussi de droits politiques. Deuxième scénario, c'est celui de frontières ouvertes, quand on prend beaucoup. Et là, permettez-moi, je reviendrai avec une prise de position personnelle sur ces scénarios. Frontières ouvertes, en gros, c'est de dire, mais ça je vais vous montrer vraiment dans un instant, le coût humain et financier de la fermeture des frontières est gigantesque. Il est énorme. Par ailleurs, il est basé aussi sur l'idée qu'il faut essayer de développer, non pas des droits, ce qu'on appelle des travailleurs citoyens,
Sandro Mezzella et Bert Nilsson, mais aussi Balibar et d'autres, c'est ouverture de la citoyenneté transnationale. C'est les droits des individus. Les droits sont attachés aux individus et non pas aux États auxquels ils appartiennent. Et donc il faut développer un principe, je suppose, de transférer à un niveau international l'attribution des droits. Le scénario frontière ouverte, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut plus faire de contrôle aux frontières parce que ça coûte excessivement cher, et d'une certaine manière, on peut penser que c'est une manière de rééquilibrer le déséquilibre économique entre les milieux des États et les milieux d'arrivée, et que d'une certaine manière, on va être inondé, puisque c'est ça notre image qui vient par rapport à ça, par ce travail. Et ceci suppose deux choses qui sont importantes, parce que je vais m'arrêter là-dessus: la liberté d'entrée, la liberté de circuler, et surtout la liberté de s'installer. Pour ma part, je pense que c'est un scénario qui renvoie à une forme de darwinisme social, mais c'est vrai que je suis un crypto syndicalo-marxiste. Troisième scénario, les droits et ses limites. Je pense qu'il est important de défendre aujourd'hui en Europe, par rapport à ce qu'est l'Europe, l'Europe des valeurs, le fait d'avoir des droits fondamentaux. Je pense que ce qui a été gagné dans les années 80 sur le droit de vivre en famille doit être défendu. Les gens ont droit à vivre en famille. Qu'il y ait des faux, des abus, etc., il faut les accompagner. Et le droit de famille, le droit au moment familial doit être famille. Droit d'asile, même chose. Et là, c'est important. Les grillages qui ont été constitués en Hongrie contreviennent à la Convention de Genève, puisqu'elle interdit aux individus d'accès au territoire pour déposer une demande d'asile. La Convention de Genève prévoit que les individus peuvent arriver sur un territoire d'un autre pays pour déposer une demande d'asile. Le fait de créer des murs contrevient d'une certaine manière à cette logique. Je pense qu'il faut revenir à la défense des droits qui sont ceux de l'autre. Maintenant, droit et sélectivité, c'est un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. D'une certaine manière, c'est une position qui consiste à dire, je suis très ancienne, parce que c'est vraiment important. Je pense qu'il faut vraiment le lier, c'est fondamental, c'est l'ouvrage de Kant sur le projet de paix perpétuelle de 1795, et qui, d'une certaine manière, insistait sur le droit de la mobilité, mais niait le fait de pouvoir s'installer. C'est des travaux aussi de Michael Vance, qui est un philosophe américain qui défend la même chose, et qui, là, c'est vraiment important, c'est qu'il faut permettre à tout le monde de pouvoir circuler. Il est légitime que les États déterminent qui fait partie de la communauté politique et donc décident de qui peut s'installer définitivement sur le territoire et qui peut avoir accès à la nationalité. C'est une frontière quelque part qui garantit encore la question de la souveraineté nationale ou de la souveraineté politique par rapport à la communauté politique. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est, dans la question de la sélectivité, c'est ouvrir des canaux de mobilité. Je pense qu'il faut revoir, et ça, l'Union européenne, elle a plein de textes sur la politique migratoire, n'en est pas vraiment une. À certains moments, ils l'ont voulu, et d'une certaine manière, c'est une volonté de la Commission qui n'est absolument pas suivie par les États, qui est organiser la migration du travail, mais bien sûr avec le principe d'égalité quand même salariale et les conditions de protection sociale, donc de régulation du marché du travail, et que je vais comment je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense que c'est la seule manière de pouvoir l'équilibrer. Je pense qu'il faut changer aussi la politique d'asile, c'est que je pense que ça n'a plus beaucoup de sens uniquement de demander aux demandeurs d'asile de faire 5000 km et la politique que les Canadiens ont sur la réinstallation me semble une bonne politique, c'est-à-dire de pouvoir procéder au mode d'attribution du statut de réfugié dans les camps, en périphérie des conflits, et pas uniquement dans l'obligation de ce déplacement. Je pense que les hotspots, c'était un peu ça l'idée de l'Union européenne, mais en même temps, elle va pas assez loin, parce que je pense qu'il faut absolument une politique de réinstallation. Alors évidemment, le Canada, c'est facile parce qu'il y a une position géopolitique aisée. C'est pas difficile d'arriver à pas de gens, mais donc c'est plus compliqué pour l'Europe. Mais je pense qu'il faut réfléchir à cette question. Et puis je pense aussi qu'il est important de réfléchir, alors ça c'est vraiment ce que je reprends aussi de la politique canadienne, et les événements l'ont démontré, il y a une implication aussi des citoyens dans la définition de la politique d'asile. Donc je pense que la question du parrainage dans la politique d'immigration et d'asile, le parrainage se fait, il y a un pays que Marie connaît très bien qui est l'Italie, où fondamentalement l'immigration est parrainée surtout par les familles, c'est-à-dire quand on a besoin d'une malade pour s'occuper des personnes âgées, eh bien on devient le patron d'un étranger. Donc je pense que la question du parrainage par rapport à la question aussi des demandeurs d'asile est une possibilité. Pardon. Je vais sauter cette partie-ci pour terminer sur
le lien entre politique d'asile, politique migratoire et politique de mobilité. Je pense que depuis un certain nombre d'années, ce qui a complètement contaminé la politique d'immigration, c'est une manière de penser la mobilité sur la planète qui pose un gros problème, qui pose fondamentalement l'inégalité des citoyens sur base de lieu où ils sont nés en regard du droit à la mobilité qui n'existe pas en tant que tel. Et il y a un très bel ouvrage de John Torpey qui s'appelle L'invention du passeport, qui distingue ce qu'il appelle les motifs légitimes de mobilité et les motifs illégitimes de mobilité. Et d'une certaine manière, il y a des motifs légitimes de mobilité et des motifs illégitimes. Et pour mettre en œuvre cette politique, il y a 4 instruments que je vais vous présenter. Mais pour vous donner un exemple très court, c'est un certain nombre de personnes dans cette salle comme moi ont déjà été en vacances au Maroc. On rentre au Maroc sans demander un visa d'entrée. Et les Marocains, pour venir en Belgique, ont besoin d'un visa d'entrée. Ça démontre l'inégalité de la frontière. Et plus exactement, l'exemple de ce qu'on appelle l'asymétrie du pouvoir de la frontière. La question va donc se poser à terme, c'est ce que je voudrais vous expliquer après avoir présenté les 4 instruments. Comment penser la question, non pas uniquement de la migration, mais peut-être que pour régler la question de la migration, il faut régler aussi une partie de la mobilité, qui n'est pas nécessairement la migration. Et je vais d'abord vous expliquer l'arsenal, parce que c'est véritablement un arsenal qui s'est développé pour le contrôle des frontières et qui est utilisé sur le contrôle de l'immigration. Et la confusion entre les deux pose problème. Première chose, vous la connaissez très bien, c'est définir des groupes à risque. Les groupes à risque, d'une certaine manière, c'est ceci. Ce sont tous les pays européens, tous les pays non européens qui sont soumis à un visa Schengen. Il y en a beaucoup, c'est les pays qui sont en rouge. D'accord ? On considère, a priori, dans l'attribution d'un visa, que si les gens ont besoin d'un visa, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un risque migratoire. C'est quand la personne ne vient pas ici pour visiter la entreprise, mais vient ici pour toucher les CPS de sperme. C'est un risque migratoire. Et donc, on définit des pays où le risque migratoire serait proportionnellement plus élevé. Et dans la nomenclature d'ailleurs européenne, ça s'appelle la différence entre des voyageurs bona fide et des voyageurs mala fide. Donc ceux qui sont de bonne foi, qui vont à Marrakech pour les vacances, versus quelqu'un qui vient de Marrakech et qui vient s'installer ici. Un des principes de la politique de visa Schengen, d'une certaine manière, c'est de trier, catégoriser et dans certains cas aussi de bloquer ou de profiter. Schengen, je dirais un mot sur la conclusion parce qu'on dit pour l'instant on est en train de bloquer Schengen, mais ce qu'on ne remarque pas, c'est que si on bloque Schengen, on va bloquer la mobilité de tout le monde. Mais pas que la mobilité des humains, puisque, dans le dire maintenant, c'est plus simple. Mais comment est né Schengen? Schengen est né parce qu'il y avait une grève des transporteurs routiers qui trouvaient qu'ils passaient beaucoup trop de temps aux frontières. Et toute la discussion a été de faire exactement ce qu'a été la Belgique, le Benelux, c'est-à-dire d'une certaine manière le prototype de Schengen, la mobilité à l'intérieur de Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, 1960. C'était faire la même chose que le Benelux à un niveau plus global. Les premières motivations étaient celles de la mobilité des marchandises pour réduire le coût. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez raté l'épisode, mais quand on a commencé à parler de l'infrastructure Schengen, la première confédération qui a réagi, c'est la confédération des transporteurs routiers, parce que ça va être une catastrophe pour les transporteurs. Ça va même être une grande catastrophe pour le détachement du personnel, parce que pour la mobilité des travailleurs, ça va être un coût de passer du temps aux frontières dans les frontières. Donc, arrêter Schengen. C'est pas simplement casser l'instrument après l'euro de l'Union européenne, c'est casser l'Union européenne, mais pas uniquement dans sa mobilité des individus, mais aussi dans son fonctionnement proprement économique. Deuxième type de technologie, c'est ce qu'on appelle les technologies de la surveillance et du contrôle. C'est les bases de données, l'Eurodac, c'est les empreintes digitales de l'ensemble des demandeurs d'asile là où ils arrivent, consultables partout. La banque 6, et donc c'est Schengen Information System, qui est la banque de données qui recueille toutes les informations relatives à des personnes qui sont entrées dans l'espace Schengen, ou même pour le dire quand même, vous savez, la Destin était dans le 6, mais personne n'a été voir dans le 6, et voilà,
et le VIS qui est l'ensemble des informations, le VIS, c'est l'ensemble des personnes qui déposent un visa dans n'importe quel consulat de n'importe quel État européen, consulat et autres. Donc on est sur une digitalisation des informations des voyageurs qui permettent d'une certaine manière, encore une fois, de trier, catégoriser, profiler, filtrer ou bloquer. Deuxième système beaucoup plus perfectionné, vous connaissez peut-être un peu moins, c'est ce qu'on appelle le CV, je ne vais pas rentrer là, c'est ce qu'on a fait à un moment donné, c'est bloquer les pateras qui quittaient et qui traversaient Gibraltar en mettant un système électronique qui permet d'arrêter les personnes avant de départ. Le système maintenant est encore un peu plus complexe, c'est Eurosur, qui utilise d'une part les satellites avec des capteurs thermiques pour voir où il y a des personnes en mer, qui permet de donner un centre de contrôle où on envoie des bateaux plus des drones pour voir où se trouvent les migrants en Méditerranée. Avec la nouvelle logique que l'on a développée, sécurité planétaire. Et aussi, là, il y a un conflit très intéressant à voir aujourd'hui, c'est qu'on demande même à l'auteur d'intervenir sur ces questions-là, mais les personnes de migrants, ils vont intervenir sur les bassins. Et là, on voit bien qu'il y a aussi, encore une fois, toute une gestion gigantesque, parce que niveau des coûts, c'est énorme. En plus, des entreprises privées très connues qui sont investies dans ce qu'on appelle le business de la sécurité. Troisième type, de manière de travailler, c'est ce qu'on appelle le gouvernement à distance. C'est comment, à partir de l'Union européenne et des États européens, gouverner là-bas, en faisant des accords de réadmission, des gens réunis à 4 de personnes, en finançant la coopération financière, ou aussi en finançant les camps d'enfermement dans les pays de transit. Maroc, Algérie, Libye, quand c'était plus calme que maintenant. C'est une troisième manière de fonctionner, c'est délocaliser l'ensemble du gouvernement quelque part de l'immigration, non pas ici, mais dans des zones tampons qui sont à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Et le quatrième, c'est celui qu'on connaît depuis quelques temps, c'est ce qu'on appelle le blindage de la frontière, c'est-à-dire le retour à une définition militaire de la frontière, un mur, un grillage, auquel il faut ajouter la détention dans les centres préfets, les déportations, les exécutions, et je pense qu'il faut aujourd'hui aussi des moyens. Parce que ce qui a changé par rapport à un passé, c'est que le fait qu'il y ait plus de 3000 personnes qui meurent en Méditerranée chaque année constitue d'une certaine manière un coût qu'on accepte à une gestion tout à fait particulière de la migration. Si on prend ici, c'est les nouveaux murs, c'est le Melilla que je vous ai montré, les murs qu'il y a maintenant en Autriche, en Hongrie, en Slovaquie, en Tchéquie, le mur que l'on est en train de faire ici en Macédoine avec la Grèce et le mur historique qui est entre la Turquie et la Grèce. Je ne peux pas vous mettre non plus les camps. Ce qui est en rouge, c'est tous les centres de détention des étrangers. Pas uniquement en Europe, mais ils se trouvent aussi dans les pays d'État. C'est une carte ancienne maintenant, parce qu'elle date avant la situation qu'il y avait en Libye, qui est quand même joué un peu gendarme d'une certaine manière, comme on essaie de faire jouer aujourd'hui, d'une certaine manière, à la Turquie. Et quand même, vous donnez les chiffres relativement, donc il y a quand même 3000, selon l'Organisation internationale pour la migration, donc à mon avis sous-estimé, 3300. Dernier point, et je conclue, tout ce système de blindage, il sert à quoi? Quand on est sociologue et qu'on sait que la transgression de la norme est plus fréquente que la respect de la norme dans la société, on sait très bien que toute politique prohibitionniste a un effet particulier. Il n'interdit pas le comportement prohibé. Il désorganise juste le mode d'approvisionnement qui est à la base de la prohibition. D'une certaine manière, c'est en train de se passer. Ok, les gens ne passent plus par ce là, ils vont passer par une route plus dangereuse ici. Ok, c'est super contrôlé ici, ils vont passer par là. Je suis persuadé, on a déjà vu, que si ça continue à blinder de ce côté-là, on va aller voir l'Algérie de ce côté-ci. Par la Russie. Donc, ce qui est important de voir, c'est pas le blindage total, et les États-Unis le démontrent. 2500 km de murs n'interdisent pas aux Mexicains de franchir la frontière. Donc, il faut trouver autre chose que le blindage de la frontière et la représentation militaire de la frontière. Je termine. Je prends 2 points. 1. Dans un monde globalisé où on s'évertue à dire que ce qui est bien, c'est d'être mobile, mettre des frontières partout, c'est pas possible. Donc il va falloir sans doute faire un découplage entre la question de la mobilité et la question de la migration.
pense qu'il faut reprendre les propositions qui existent depuis longtemps, supprimer les visas d'entrée sur le territoire, permettre à la mobilité de circuler et contrôler l'établissement. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'il y ait des cadres beaucoup plus stricts sur la question de la construction de l'établissement, et qu'il faut penser une mobilité autrement que celle qui est maintenant. Je pense que c'est aussi une manière de découpler la question de. Il y a plein de gens en fait, qui veulent venir en Europe, qui veulent venir, mais peut-être qu'ils ne sont pas bien, qui vont partir. Je pense que cette question de l'inégalité sur la mobilité sur la planète est une véritable cause qui rend difficile la pensée sur la question de la migration. La double phase de Schengen, je l'ai déjà énoncé, c'est qu'en réalité, ça va surtout freiner les échanges économiques. Mais je pense que le point le plus important, c'est qu'il y a aujourd'hui une lutte idéologique et politique sur le sujet même de la migration. Je pense que avoir un discours qui soit aujourd'hui d'une certaine manière sur oui, il faut faire un contrôle de l'immigration, et oui, sans doute, nous avons besoin dans le futur de migrants pour la société, est une manière aussi de poser autrement les politiques telles qu'elles existent. Et d'aller de toute façon à contre-courant de ce qui apparaît aujourd'hui comme une fermeture totale, qui est de dire le repli nationaliste, qui ne sera de toute façon pas possible, je trouve, enfin personnellement, je trouve que ça va considérer qu'on va aller dans un déclin certain et absolu, alors dans ce cas-là, on peut le signer. Et je pense que la première chose à faire, c'est pas uniquement de définir une politique migratoire, c'est sortir d'un cadre utilitariste, en se définissant comme étant un continent d'immigration, quand bien même nous avons surtout été un continent d'émigration à l'exclusion de la France. Je pense que c'est ce discours-là qui doit d'abord prévaloir sur comment mettre en œuvre, d'une certaine manière, les questions d'une nouvelle politique migratoire, en sachant de toute façon que la politique d'immigration sert aussi aux intérêts des sociétés européennes, et en particulier celle de permettre l'augmentation du nombre de personnes sur le marché du travail, et aussi de résoudre un certain nombre structurels liés à la décroissance